Salut à tous et à toutes, l'actualité s'emballe, les réactions se multiplient, voici le grand journal sur Swag Radio, mercredi 6 mai 2026. Troisième sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts et Harwich, Dorelas, pour présenter le grand journal, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude en air avec du style, Alexa Open, Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Donald Trump a annoncé la suspension de son projet Liberty d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si un accord peut être finalisé et signé avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de grands progrès dans les négociations. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. À peine mis en place et déjà suspendu. Le projet Liberté, lancé ce lundi pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, a été interrompu par Donald Trump dans l'espoir de finaliser un accord avec l'Iran. Une annonce faite sur son réseau Truth Social. À la demande du Pakistan et d'autres pays, nous avons convenu d'un commun accord que, bien que le blocus reste pleinement en vigueur, le projet Liberté sera suspendu pour une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Une déclaration qui fait suite à la prise de parole du chef de la diplomatie américaine quelques heures plus tôt. Marco Rubio assurait que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée, même si les États-Unis n'excluent pas de riposter en cas de tirs iraniens. Nous avons atteint les objectifs de cette opération. Nous ne souhaitons pas que la situation s'aggrave. Nous préférerions la voie de la paix et un accord. Le président préférerait s'asseoir à la table des négociations, élaborer un protocole d'accord sur les sujets clés à traiter, notamment la réouverture complète du détroit, afin que le monde puisse revenir à la normale. Une volonté de dialogue après une montée des tensions ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz. Les tentatives de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis restent vaines depuis la rencontre des deux pays le 11 avril dernier à Islamabad. Côté iranien, les discussions se poursuivent, le chef de la diplomatie est en déplacement en Chine pour parler de la situation au Moyen-Orient. Une semaine avant une visite attendue de Donald Trump à Pékin. Ce mardi, le président iranien s'est dit prêt à tout dialogue, tout en assurant qu'il ne cédera jamais à la force. Nous resterons toujours au Moyen-Orient, vers une désescalade historique entre Washington et Téhéran. Selon des informations révélées par le média américain Axios, les États-Unis et l'Iran seraient sur le point de conclure un mémorandum d'une seule page visant à mettre fin à la guerre en Corée et à ouvrir la voie à des négociations plus larges. Les détails avec BFM TV dans ce grand journal. On apprend à l'instant, et c'est le média Axios qui publie ça, vous savez le média Axios très bien renseigné sur les questions militaires depuis le début de la guerre. Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un mémorandum d'une page pour mettre fin à la guerre selon des responsables américains. Voilà, ça c'est la toute dernière information que l'on a. On ne sait pas, on ne connaît pas les contours de ce mémorandum ou s'il y en aurait un, mais voilà en tout cas cette dernière information des médias américains. Et puis on rappelle aussi par ailleurs que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a rappelé que l'opération Epic Fury était bel et bien terminée. Effectivement, on l'a entendu Marco Rubio dire cela. Ce mémorandum dont vous nous parlez et qu'évoquait également Jérôme Pellistrandi il y a quelques instants, est-ce un nouveau tournant, un revirement majeur? Que sait-on sur les détails de ce mémorandum? Thierry Arnaud, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous avez pu avoir davantage d'informations là-dessus ou pas? Les sources citées par Axios proviennent de la Maison-Blanche qui évoque effectivement ce texte qui sera un texte d'une page qui définirait les conditions dans lesquelles ce conflit pourrait prendre fin et qui ouvrirait la voie à des négociations sur le nucléaire. Ça veut dire qu'évidemment, par définition, en l'espace d'une page, on n'aurait pas réglé tous les sujets, mais on se serait mis d'accord sur les conditions qui permettent de mettre un terme au conflit. Alors, quelles conditions? Pour l'instant, on n'en sait pas davantage. En tout cas, le principe de l'accord est sur la table. Les points essentiels pour les Américains ont été exposés aux Iraniens et les États-Unis attendent une réponse d'ici 48 heures. Nous irons aux États-Unis dans ce grand journal. Les élus républicains appellent au redécoupage de circonscriptions dans les États du Sud après une décision de la Cour suprême américaine qui leur favorable et pénalise les minorités. Le récit signé TV5 Monde dans ce grand journal.
Bien loin des promesses de campagne à venir, c'est la bataille cruciale qui se joue actuellement aux États-Unis avant les élections de mi-mandat, ou comment les républicains, à travers un redécoupage électoral, tentent d'écarter les minorités et les démocrates. C'est toute la sacro-sainte démocratie américaine qui est alors en danger. Dis-moi à quoi ressemble la démocratie ? Se battre pour ses droits, que l'on soit candidat ou non, au moment où les élus républicains du Tennessee remettent en question une loi fondamentale acquise il y a plus de 60 ans qui garantit aux minorités l'égalité dans les élections. Nous devons riposter, car notre justice est indépendante. Si le Tennessee, le Mississippi, l'Alabama, la Louisiane, nous ne luttons pas ensemble maintenant, nous assisterons à la plus grande dilution du pouvoir politique des Noirs depuis la Reconstruction. Redéfinir le corps électoral et donc la répartition des électeurs par secteur permet aux élus républicains de rendre encore plus minoritaires les minorités, alors que la loi impose la création de circonscriptions à majorité afro-américaine ou bien par exemple hispanique, justement pour garantir leur chance d'être représentés au Congrès. Tout est parti de Louisiane, avant que la colère ne s'étende à plusieurs États du Sud, après une décision de la Cour suprême qui stipule qu'il n'y a absolument aucune obligation en la matière. Vous savez, on ne demande rien de plus, juste le respect de la Constitution telle qu'elle est écrite. Nous croyons en notre droit de vote, nous nous battons pour lui. Nous le faisons depuis longtemps, nous ne lâcherons rien. Donald Trump y voit une grande victoire dans l'égalité des droits et ses élus républicains appellent à redéfinir au plus vite la composition de près d'une vingtaine de circonscriptions. C'est ce que l'on appelle le charcutage électoral, également pratiqué par le camp démocrate, comme récemment en Virginie avec l'adoption d'un nouveau découpage territorial qui leur est largement favorable. Décryptage sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Claude Moniquet présente les 3 scénarios derrière la retenue américaine face à l'Iran. Alors que les tensions restent vives entre États-Unis et Iran, l'apparente passivité de Washington intrigue observateurs et analystes. Écoutons Claude Moniquet dans ce grand journal qui a été sur la CNews. C'est une des 3 hypothèses qu'on peut émettre. Effectivement, on a été étonné par la passivité, la patience en tout cas, que les Américains ont montré ces derniers jours face aux multiples violations du cessez-le-feu par les Iraniens. Les tirs sur les pétroliers, sur un pétrolier sud-coréen, les bombardements, les frappes de drones et de missiles sur les Émirats arabes unis, etc. Donc il y a 3 possibilités face à pour expliquer cette passivité. La première, c'est effectivement une volonté de calmer les marchés pétroliers de manière à ne pas nuire au public américain, avec le prix d'essence qui augmente, mais également au public européen. Deuxièmement, il est possible qu'il y ait que ce soit une raison de politique intérieure. On sait que le public américain n'apprécie pas cette guerre et on se rapproche des midterms. Troisièmement, bien entendu, ça peut être simplement l'entretien de l'incertitude stratégique dans la préparation d'autres choses qui pourraient être une reprise des hostilités, même si cette perspective semble s'éloigner. Maintenant, en fait, tout va dépendre des Iraniens et de la manière dont ils interprètent l'attitude américaine. S'ils vont trop loin, s'ils l'interprètent comme une faiblesse, comme une forme de lâcheté, ce qu'ils pensent en règle générale de l'Occident, ils pourraient être amenés à pousser leur chance et à ce moment-là, il y aurait probablement une réaction militaire américaine, quoi qu'on dise aujourd'hui à Washington. Jamel Gwessoum, géopolitologue et analyste politique, examine les tensions persistantes entre Washington et Téhéran et malgré le cessez-le-feu. Écoutons les détails dans ce grand journal. Jamel Gwessoum. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté ce soir. Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu, on peut dire qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré d'un côté l'opération américaine dans le détroit d'Ormuz et de l'autre, bien entendu, les frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis? Alors, il faut distinguer 2 éléments distincts, qui est d'une part le cessez-le-feu et de l'autre côté une libre navigation dans le détroit d'Ormuz. D'ailleurs,
la voix off que j'entendais il y a quelques minutes qui qualifiait le détroit d'Ormuz du triangle des Bermudes est tout à fait adapté à cette situation. Et donc, il faut bien distinguer ces deux éléments. Toujours est-il que, selon Axios, dans son article du 4 mai, faisait état qu'un haut responsable américain avait indiqué que Trump voulait de l'action. Parce que le fait que les Américains soient dans une situation qui n'évolue pas rend l'administration américaine, en tout cas, démontre une faiblesse énorme dans son projet de Project Freedom. Et d'ailleurs, je me pose la question, quel armateur assez fou pourrait, je dirais, sortir du détroit d'Ormuz avec l'assentiment des autorités américaines qui sont elles-mêmes une cible. Et donc là, ça me paraît vraiment très tendancieux en tout cas. Le chemin de la guerre totale me semble ouvert. Ça a été dit par un de vos journalistes, analyse à laquelle je souscris, car ce sera bien la finalité de tous ces hauts et bas depuis quelques semaines. Ah, donc vous pensez qu'on va vers une guerre totale, mais Donald Trump se rend-il compte que cette fois-ci, il faudra déployer des troupes au sol s'il veut finir cette histoire? Parce que une opération de la même manière qu'il l'a menée avec Tel Aviv n'aboutira finalement à rien, parce qu'aujourd'hui on le voit, l'Iran a résisté, donc il va falloir déployer les troupes. Est-ce que Washington est prêt à cela finalement? Tout d'abord, l'opération Project Freedom, c'est en fait une opération de communication pour dire nous sommes là pour libérer les navires de tous les pays du monde et donc qui forcerait chaque pays à s'allier aux États-Unis. D'abord, c'est une opération de communication. Sur votre question précise sur la capacité des États-Unis à déployer des troupes au sol, je ne pense pas cela vraiment faisable, ni techniquement, ni politiquement, et encore moins militairement. Et donc, on voit bien dans ces deux aspects que le président Trump, dans sa position de va-t-en-guerre, se retrouve entre le marteau et l'enclume. Qui est le marteau, qui est l'enclume? On peut l'imaginer entre Israël qui a poussé le président Trump et l'autre côté, les Iraniens qui, comme vous le dites très justement, résistent. Et donc, le triangle des Bermudes est bien là. Non seulement le triangle des Bermudes, parce que le détroit d'Ormuz, c'est un peu le Vietnam des années 70, mais plus encore, le triangle des Bermudes politique dans lequel s'est inscrit le président Trump. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais ça va être très difficile. Alors vous venez de le dire, justement, le président Trump, de par cette opération dans le détroit d'Ormuz, cherche aussi ceux qui pourraient se joindre au déblocage de cette voie maritime essentielle au commerce international. Dans ce contexte, dans les médias du Golfe, de plus en plus se répand l'idée d'une possible coalition arabe qui serait menée par les Émirats arabes unis, justement, pour renverser Crise du kérosène, les compagnies aériennes ont supprimé 13 000 vols, 2 millions de sièges. La raison de ces nombreux changements, l'explosion du prix du carburant dû à la guerre au Moyen-Orient. L'été pourrait donc s'annoncer très compliqué avec de nombreux changements à prévoir. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Le printemps s'annonce difficile pour les compagnies aériennes. Quelques 13 000 vols ont d'ores et déjà été annulés pour le seul mois de mai. Selon la société d'analyse aéronautique Cirium, les transporteurs ont supprimé près de 2 millions de sièges au cours des 2 dernières semaines uniquement. Ces perturbations devraient particulièrement impacter le Royaume-Uni et l'Europe occidentale, faisant ainsi peser le risque d'un été compliqué. Cette crise est due à une grave pénurie de kérosène liée au conflit en cours en Iran. Depuis les attaques américano-israéliennes en février dernier, les prix des carburants ont plus que doublé suite à la fermeture du détroit d'Ormuz, d'où transite 20% du pétrole mondial. Les principaux transporteurs, dont British Airways, KLM et Turkish Airlines, sont tous touchés. Lufthansa figure également parmi les plus impactés. La compagnie allemande a déjà supprimé 20 000 liaisons court-courrier de son programme estival et est passée à des appareils plus petits pour économiser du carburant.
Au Royaume-Uni, la ministre des Transports Heidi Alexander a annoncé une suspension temporaire des règles relatives aux créneaux horaires dans les aéroports. Cela permet à des opérateurs comme British Airways de réduire leurs vols sans risquer de perdre leurs créneaux au profit de leurs concurrents. Nous irons dans la capitale du Cap-Vert, à Praia. Les autorités du Cap-Vert ont déclenché une réponse sanitaire d'urgence après le mouillage du navire de croisière MV Ondius au large de Praia, où une suspicion de cas de hantavirus suscite une vive inquiétude. Selon les premières informations, le bateau arrivé dimanche dans les eaux capverdiennes a signalé à son bord plusieurs passagers présentant des symptômes compatibles avec une infection virale rare. Le hantavirus, transmis principalement par des rongeurs, peut provoquer des complications respiratoires sévères, nécessitant une prise en charge rapide. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. La riposte au Cap-Vert face à la situation sanitaire dans un bateau de croisière qui mouille depuis dimanche près de Praia, la capitale. Le pays a mis en place une zone d'isolement et une équipe pluridisciplinaire chargée, le cas échéant, d'assister les personnes à bord du Ondius touchées par le hantavirus. Comme je l'ai dit, l'hôpital a déjà aménagé une zone pouvant accueillir des patients en isolement, si cela s'avérait nécessaire, ce qui témoigne de notre capacité de mobilisation et d'intervention. Une équipe spécialisée a été constituée, composée de médecins, de spécialistes des maladies infectieuses, d'infirmiers et de techniciens de laboratoire afin d'assister les patients à bord et si nécessaire également à terre. Le virus qui sévit à bord du navire a déjà coûté la vie à 3 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Le bateau de croisière est attendu en Espagne. 147 personnes sont à bord, dont 3 malades qui seront évacués via le Cap-Vert. Le navire a quitté Ushuaia dans le sud de l'Argentine le 1er avril. Nous restons toujours dans le continent africain. L'Afrique fait face à une facture de plus en plus lourde causée par les catastrophes naturelles. Selon des estimations récentes, les pertes économiques sur le continent atteignent près de 3 milliards de dollars américains, un chiffre qui illustre la vulnérabilité persistante de nombreux pays africains face aux aléas climatiques. Reportage Africa 24 dans ce grand journal. L'Afrique reste l'une des régions les plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, avec environ 3 milliards de dollars de pertes en 2025. Pourtant, moins de 20% de ces pertes sont couvertes par des assurances. Résultat, des millions de personnes, d'entreprises et d'États se retrouvent sans filet de sécurité face aux chocs climatiques et économiques. Ladies and gentlemen, across our continent, Mesdames et messieurs, sur tout notre continent, un schéma se répète. Face aux catastrophes, les gouvernements interviennent pour reconstruire. Les routes sont réparées, les hôpitaux remis en état, les agriculteurs tentent de se remettre de leurs pertes, des ressources finissent par être trouvées mais trop tard et en quantité insuffisante. L'environnement dans lequel nous évoluons se détériore, qu'il s'agisse du changement climatique, des contraintes budgétaires ou des événements mondiaux qui nous affectent. Ce déficit s'explique par une faible pénétration de l'assurance, estimée à seulement 2,7% contre 7% dans le monde. Faible pouvoir d'achat, secteur informel dominant et manque d'inclusion financière freinent son développement. Réunis le 4 mai 2026 à Kigali, lors des assemblées annuelles 2026 de ZEP-RE, décideurs et experts ont alerté sur une situation critique ou dans certains cas, notamment lors de sécheresses ou de crises climatiques, jusqu'à 97% des pertes restent non couvertes. L'assurance devrait jouer un rôle plus important pour absorber ces chocs et réduire les risques économiques. Or, son taux de pénétration demeure faible et le financement des risques sur le continent n'est ni coordonné, ni accessible, ni aussi abordable qu'il le devrait. Depuis plus de 30 ans, la ZEP-RE a bâti une entreprise fondée sur une rigueur de souscription en apportant notre soutien aux assureurs sur tous nos marchés grâce aux capacités et notre expertise technique, tout en maintenant une situation financière solide et d'excellentes notations de crédit. Face à l'intensification des risques climatiques, les appels à l'action se multiplient.
Gouvernements, régulateurs et assureurs sont invités à collaborer pour renforcer la résilience financière. L'assurance n'est plus un produit secondaire, elle devient un levier stratégique pour protéger les populations, stabiliser les économies et soutenir une croissance durable sur le continent. L'Afrique reste l'une. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Oui, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude on air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, le place to be, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street, Everett. Chiffré le 677 294 1425. Le Zoom, tous les dimanches, Channel 882 Comcast à Boston, 1045 North Shore, avec des contributeurs et les médias partenaires, Swag Radio, P-News et Swag TV. En Haïti, le syndicaliste haïtien Paul Loulou Chéri a exprimé sa satisfaction à la suite de la décision du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'augmenter le salaire minimum des ouvriers, une mesure que plusieurs organisations de travailleurs considèrent comme une avancée importante dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Écoutons les détails. Écoutons Chéri Loulou au micro de la presse dans ce grand journal. Notez qu'on a bataille pour demander ajuster ce salaire-là et puis par rapport à Jean était fixé 1er mai 1984. Le salaire était $3 américains. Je dis compter $3 américains convertir en good pour essayer de ajuster ce salaire-là à partir de 1984 comme je dis ouvrier l'autre secteur l'autre segment yo t'a gagné. Mais malheureusement il pas jamais proportionnel. Je dis après presque 4 ans que le Conseil supérieur salaire là, il fait rapport, il soumet à gouvernement pour publication. Et très malheureusement, 4 ans, CPT, c'est pas ça qui t'a intéressé. Mais je dis, heureusement, le Premier ministre entendait la voix de la raison et l'y ajustait sous recommandation du Conseil supérieur salaire. Par exemple, vous voyez, m'apprendre qu'il fixait 1000 goudes. Il était 685 goudes depuis près de 4 ans. Ajustement est de fait régulièrement chaque année et c'est ça que le Conseil supérieur salaire l'a fait, il n'y a pas de jamais entendu. Le Conseil supérieur salaire l'a fait une proposition, m'apprendre c'était 950 gouttes, il était fait. Et puis l'État, sous base d'un série de critères, a ajouté 50 gouttes, je dis à 1000 gouttes. Pas de satisfaction totale dans la fixation salaire minimum. Patron n'a pas jamais satisfait et ouvrier n'a pas jamais satisfait. Ouvrier a toujours demandé, travailleur a toujours demandé au montant que même patron n'a pas même qu'à aborder et patron a toujours baissé le niveau tellement bas que ouvrier n'a pas jamais accepté. C'est ça fait. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal, dans un contexte où les conditions de travail restent souvent précaires pour les ouvriers de la sous-traitance. Une initiative innovante vient combler un vide crucial, l'accès aux soins de santé. Une clinique mobile spécialement conçue pour intervenir directement sur les lieux de travail offre désormais des services médicaux de proximité à ces travailleurs souvent oubliés du système de santé. Le reportage est signé Télémétropole dans ce grand journal. Il s'agit d'une clinique mobile en faveur des ouvriers de la sous-traitance, une initiative de 3 jours qui leur permettra de bénéficier des soins de santé, explique la directrice exécutive de l'hôpital Fontaine, Caril Ulysse. Le premier lancement, ça l'a fini malheureusement jeudi. Mais parce que il y a une ligne ophtalmologie à long, on a retourné l'autre jour et pour les gens qui n'ont pas de temps suivre jeudi. Mais déjà différents directeurs dans entreprises qui sont dedans, ils ont fait signe que tu as fait l'autre clinique mobile dans le mois qui vient pour l'autre entreprise qui n'a pas participé. Il y a tellement d'employés qui participent qu'on est satisfaits et ils veulent lancer pour employer par eux tout. Ce sont des bagages qui continuent. Et moi, j'espère l'autre PDG dans environ et aéroport faire ça pour employer tout.
La gynécologie, la pédiatrie, la vaccination, l'ophtalmologie, entre autres, autant de domaines pour lesquels des médecins et des infirmières ont fait le déplacement, souligne la docteure Michel. Nous avons dit que c'est une activité côté que nous avons dit gratis, mais en prix côté que personnel là capable de payer. OK, en prix côté que soit aller dans l'autre hôpital, il pas jamais même prix. Service que nous offrons là pour employés, OK, nous offrons partie gynécologie, nous offrons pour côté pour aller pour faire ECG. Nous avons ophtalmologie, dans même Sonapia. Nous avons des ophtalmologues qui sont là pour consulter et pour regarder si vous avez besoin de lunettes. Si vous avez besoin de lunettes, on va faire suivi avec ophtalmologue. Le laboratoire Pharmatrix, en collaboration avec les autres institutions hospitalières, a rendu possible ces 3 journées en fournissant de leur côté des médicaments à un prix réduit aux demandeurs de services, souligne le PDG du laboratoire, Ralph Edmond. Faire ce genre d'activité de responsabilité sociale de l'entreprise, les naturels à nous-mêmes. Nous, les médicaments et en termes de diabète, de tension, les médicaments gratis et tout, a bien lunettes cap-bail pour les gens qui ont besoin de lunettes et lunettes gratis tout. Et si jamais il y a des gens qui ont besoin de plus soins, nous avons un partenariat avec Centre hospitalier Fontaine pour continuer avec soins. Donc c'est urgent, je veux dire c'est 1er mai, faites du travail, nous avons un parc avec nous qui est dans la cour avec nous. Donc c'est pour nous garder, traiter, employer au niveau santé, pour que physique, pour que nous symboliser force haïtienne au travail. Des bénéficiaires de leur côté n'ont pas caché leur satisfaction par rapport au déroulement de cette initiative. Je me sens content parce que moi, j'allais faire clinique mobile là, ça fait longtemps, d'absouffrir en douleur, même pas de jamais une opportunité de me déplacer à cause du travail là, mais mon Dieu, je dis à la cause clinique mobile là. Oui, est-ce que nous gardons contentement? Nous vraiment apprécié ça parce que nous connaissons notre pays, nous Haïti, comme en santé, qui coûte cher. Et d'une façon qui dit nous ça, à un prix très dérisoire, nous venons pour nous servir ça a vraiment fait nous plaisir. Yo ba nous joie qu'on y a pour nous venir dans l'hôpital là, moi content en pile, c'est le bagage et moi j'ai examen pour me faire et m'ba connais si que les pour mal faire là si yo capable en retard mal faire parce que yo expliqué me l'hôpital là et moi bien content me faire examen. Le besoin de soins de santé dans la capitale est énorme à chaque fois qu'un service de clinique mobile est disponible dans une zone. Des habitants arrivent par centaines pour se faire consulter, une situation urgente qui fait penser, une fois de plus, à l'hôpital général. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Un violent incendie s'est déclaré tôt dans la matinée du mardi 5 mai 2026 dans la ville de Gonaïves, provoquant d'importants dégâts matériels. Le sinistre a touché un dépôt de marchandises situé en face du marché communal, une zone très fréquentée par les commerçants et les habitants. Selon des témoins sur place, les flammes ont commencé à se propager aux premières heures du jour, surprenant plusieurs marchands qui s'installaient pour la journée. Écoutons les détails avec nos confrères de Radio-Télévision Caraïbes dans ce grand journal. Studio RTVC, nous dans la ville de Gonaïves, mardi 5 mai 2026 là, eh bien, il y a un gros dépôt qu'on recevoir marchandises, tant que monde qui vend matelas, monde qui vend produits cosmétiques, eh bien, et bien bon dans le matin là, eh bien, lui prend du fait. Donc, c'est un dépôt qui gagne plusieurs chambres là-dedans. Il est situé entre rue Jean-Jacques Dessalines et rue Vernet, et pas trop loin, marché communal là. Donc, le marché communal là, en face du marché communal là, c'est là dépôt Salimène et situé, eh bien, passé en bas Godifé et malheureusement pas gagné des autorités sur place qui pour plus de détails sur circonstances et Diffé ça lui-même qui arrivé dans des cours. Et ça n'a regardé là c'est table
et machin qui était gros tap machin qui mettait devant des poids. Donc malheureusement pour intensifier, on était obligé d'aller à terre. Mais c'est un ancien caillou, on a une ancienne maison, c'est la donne des poids l'itaillé. C'est la donne l'itaillé. Donc c'est comme ça, situation est. Préalablement, c'est livré. Dans le niveau capable, il a commencé et prendre par beaucoup, c'était capable d'identifier à la suite de certaines lots, ça, on dit que. C'est ainsi que prend fin le grand journal pour ce mercredi 6 mai 2026. Mais avant de partir, couleur du temps, température maximale atteindront environ 66 degrés Fahrenheit pendant la journée avec des minimales descendant à 61 degrés. La nuit, le temps sera dominé par un ciel dégagé ou majoritairement clair, offrant de belles périodes d'ensoleillement. Le soleil qui se lèvera à 5h30 du matin et se couchera à 19h50. La phase de la lune sera une gibbeuse décroissante. Bien que la journée s'annonce clémente, la soirée de mai à Boston reste souvent fraîche. Il est conseillé de prévoir une veste légère ou un pull-up ou un pull pour la fin de la journée. Et c'est la fin de ce grand journal pour présenter le grand journal. Erlich Dorelas. Depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. On air avec du style. Passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour les infos 24 heures sur 24, infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News. P-News Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. De Zoom sur la chaîne du Sierra Leone de Comcast 1045 North Shore tous les dimanches avec les contributeurs et les médias partenaires. Swag Radio, P-News, Swag TV, 3h tous les dimanches. Allez, Poloz Café Créole, la bonne cuisine haïtienne est sans limite là-bas. La bonne cuisine au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.